Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour et bienvenue dans la Comics Fair, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il est venu en vitesse lumière avec ses pistolets qui font piou-piou, Grey Pigeon. Là, je te promets que j'allais faire piou-piou-piou. J'avais préparé mon truc. Ah bah oui, vu le comics dont on va parler aujourd'hui. D'ailleurs, présente-le-nous. Alors, on va parler de Nexus, qui est un comics créé par le scénariste Mac Baron et le dessinateur Steve Rude. Alors, je sais pas comment le prononcer, je pense qu'on dit Rude. Oui, je pense aussi, oui. C'est créé en 1981. La raison pour laquelle je dis que je pense qu'on prononce Steve Rude, parce que son surnom c'est The Dude. Ouais. Bien avant le film des frères Cohen. Alors, pour en revenir à Nexus, la série, elle mélange science-fiction et le genre super-héroïque. Et elle a commencé en tant qu'une série limitée en noir et blanc en 3 numéros, suivie très rapidement d'une série en couleur qui va compter à ce jour plus de 80 épisodes. Les 6 premiers numéros ont été publiés par Capitol Comics avant que First Comics n'en reprenne la publication. Ok, et c'est quoi le pitch de cette série ? Alors c'est complètement barré, hein. Nexus, c'est l'histoire de Horatio Valdemar L-Pop qui reçoit des pouvoirs extraordinaires, ceux du Nexus, de la part d'une entité extraterrestre appelée le Murk. A priori, c'est plutôt sympa, sauf que le Murk, c'est pas très cool. En guise de paiement, il demande à Nexus de rechercher et de tuer un certain nombre de grands criminels humains à intervalles réguliers. Et à chaque fois que le Murk choisit une cible, Nexus va souffrir d'énormes maux de tête et d'épisodes névrotiques qui vont lui causer des blessures physiques, jusqu'à ce qu'il accomplisse son devoir, à savoir tuer l'humain en question. Et durant toute la série, Horatio va être réticent à agir comme outil du Murk, mais il va devoir continuer à chercher les meurtriers pour conserver son pouvoir et sa santé mentale, et surtout à défendre son monde natal et ses habitants des gens qu'il récupère, des réfugiés que Nexus sauve au cours de ses différents voyages. Et en gros, on peut dire que c'est un mélange entre Juge Dredd et Green Lantern. Ah ouais, c'est ça, ouais, mais en très indé, hein. Vraiment, c'est pas tant au niveau du dessin, mais au niveau de l'histoire, dans les thématiques abordées, c'est vraiment très mature. C'est très en avance sur son temps. En 81, on n'avait pas l'habitude d'avoir ce genre d'histoire. Parce que c'est très sombre, le fameux Nexus est donc juge, jury et bourreau de grands criminels, quoi. Ouais, mais à son corps défendant, il a pas envie de le faire, mais il est obligé. Alors, comme je l'ai dit, donc Nexus est écrit par Mac Baron, un grand nom du comics dans les années 80. Tout à fait, en fait, Mac Baron est donc né le 1er juillet 1949, donc au moment où vous allez écouter cet épisode, on fêtera ses 70 ans, hein. Il est né à Madison dans le Wisconsin. Et il a grandi en fait dans une famille orientée politiquement du côté conservateur. Et il l'avoue sans détour, ça imprègne ses récits, notamment Nexus, c'est quand même un récit qui parle ouvertement de peine de mort et il la condamne jamais vraiment. Ouais. En fait, elle se justifie du fait que les criminels en question, c'est quand même de sacrés salopards à chaque fois. Voilà, et le truc, c'est que même si Nexus en lui-même a du mal à vivre avec ses morts sur la conscience, il comprend que son rôle est nécessaire et que la peine de mort est une décision juste pour cet univers-là. Et vraiment, ça vient de son côté conservateur. Depuis tout petit, en fait, il est fan de comics et de SF, et il cite en référence les comics Picsou de Carl Banks et les récits de Larry Niven ou Philip Joseph Farmer, donc deux très grands romanciers de science-fiction. Ouais, l'Anneau Monde pour Larry Niven. Et puis le Riverworld pour Philip Joseph Farmer, qui sont... c'est des œuvres pour moi majeures, hein, ouvertement. Et donc du coup, comme il a été élevé dans une mentalité conservateur, il va forcément faire des études en Sciences Po à l'université du Wisconsin, et il comprendra vite en fait que ce qu'il veut réellement faire, c'est écrire. Donc il va avoir son diplôme en poche, il va partir à Boston, dans le Massachusetts, où il va aller travailler en tant que responsable éditorial pour 2 journaux bostoniens. Il va y publier de nombreux articles, et surtout en fait il va bosser avec pas mal de petits journaux culturels underground de la ville, notamment en parlant de la scène musicale. Et oui, pour lui, Boston, c'est plus qu'un feeling, hein. Oh non. Et aussi, il va aussi beaucoup parler de pop culture parce qu'il adore la pop culture. Dans ce cadre, il va notamment couvrir la Star Trek Convention de 1972, où il va interviewer le légendaire auteur Harlan Ellison, qui est aussi un très grand nom de la SF. Cette rencontre, en fait, ça va lui rendre son envie d'écrire de la SF, et il va commencer à publier quelques nouvelles dans des petites revues à petit tirage.
Vu que ça marche pas très bien à la presse, en 77, il retourne dans sa ville natale de Madison et il va travailler dans une assurance. Et c'est à cette époque, en fait, qu'il va faire des rencontres qui vont changer sa vie. Tout d'abord, en tant qu'assureur, il va rencontrer les patrons d'une petite société de distribution qui aimerait bien se lancer dans le comics, mais sans trop savoir comment faire pour recruter du monde. Et il va dire « Hey, les gars, j'écris des histoires, je peux vous en proposer ?» Puis il se prend comme réponse « Ouais, essayez d'en développer une idée de comics, et puis reviens nous en parler avec des pages plus ou moins dessinées. » Du coup, vu qu'il a à peu près le niveau d'un fer à repasser pour le dessin, il va se mettre à la recherche d'un dessinateur. Et grâce à une connaissance commune, il va découvrir un jeune dessinateur plein de talent dans le YMCA local. Donc pour expliquer, un YMCA, c'est pas qu'une chanson de Village People, c'est une auberge de jeunesse. Voilà, c'est une auberge de jeunesse, tout à fait. Et donc il va rencontrer ce jeune dessinateur plein de talent et ça va accrocher. Donc ce mec, c'est juste Steve the Dude Rude. Et ensemble, ils vont créer et soumettre à Capital Distributing, qui va devenir donc Capital Comics par la suite, le comics dont on vous parle aujourd'hui, Nexus. Sur ses autres travaux, on peut citer son autre création la plus célèbre, Badger, qui est en fait un type qui se prend pour un raton laveur, mais en fait le type est complètement schizophrène. C'est intéressant à lire. Mais surtout, ses œuvres les plus connues, c'est ses longs runs chez Marvel. Donc pour Marvel, il a fait le Punisher, où il a beaucoup travaillé sur le Punisher. Il a notamment créé plusieurs personnages emblématiques du personnage. Et chez DC, en fait, il va reprendre, juste après Crisis on Infinite Earths, la série Flash, et c'est lui qui en fait, va vraiment imposer Wally West en tant que successeur de Barry Allen. Ouais, il est très sombre, son run Flash. Je rappelle qu'à l'époque, Wally West, chaque fois qu'il utilise son pouvoir, il se rapproche de la mort, quoi. Donc forcément, ça donne pas un ton très très clair d'entrée. Et surtout, en fait, tous les fans de Star Wars le connaissent parce qu'il a notamment adapté en BD la série de romans cultes de Timothy Zahn, L'Héritier de l'Empire. Ah, je savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Okay, si, avec Olivier Vatine au dessin. Et c'est un must-have à voir, pour moi. Et mais en parlant de dessin, parle-nous un peu de Steve Rude. Alors Steve Rude, il vient aussi de Madison, ma copine à moi. Dans le Wisconsin. En référence musicale, on est au top sur cet épisode. J'ai même pas honte. Alors, il est né en 56. Il est un peu plus jeune. Ça lui fait 62 ans aujourd'hui, parce qu'il est né le 31 décembre. Ouais. Alors, c'est un vrai gamin geek. Il a grandi, lui, biberonné aux comics Marvel, grand fan de Jack Kirby, et il passait tous ses samedis matins devant les dessins animés qui ont influencé presque tous les enfants des États-Unis des années 60 et 70. Et ses dessins animés préférés, c'était Space Ghost et Johnny Quest. Deux grandes séries Hanna-Barbera qui sont assez méconnues de notre côté, quoi. Ouais, mais conçues par Alex Toth, quand même, donc un grand nom du comics. Et Kirby et Toth, c'est les deux influences majeures de Rude lorsqu'il se met sérieusement au dessin, adolescent. Donc il a fréquenté la Milwaukee School of Arts. Alors dans mes infos, moi, c'est là que j'ai trouvé qu'il a rencontré Mac Baron. Alors toi, tu me dis que c'est dans une auberge de jeunesse. En fait, c'est un de ses voisins au YMCA qui lui a dit, écoute, il y a ce type-là, il cherche un dessinateur, faut que tu le rencontres à tout prix. Ok. Ah ouais. Et donc, en fait, ils ont pris rendez-vous, ils se sont rencontrés justement à l'école d'art de Steve Rude. Et alors, Steve Rude, il va continuer ses études. Il va pas commencer tout de suite à bosser avec Baron. Il va aller au California Art Institute et il va élargir ses influences à des artistes au style beaucoup plus réalistes que ceux de Toth ou Kirby. Et il va être influencé par notamment les artistes de publicité des années 30 à 50, qui sont Andrew Loomis, John Gannam, Harry Anderson ou Russ Manning. C'est des artistes dont on connaît pas forcément les noms, mais on a tous vu leurs dessins dans des reproductions. Et je vais vous mettre quelques-unes de leurs œuvres sur notre site que vous pourrez aller consulter après avoir écouté cet épisode. Et dans les autres influences, en fait, je rajouterais Rockwell. Ah oui, bien sûr. Notamment au niveau des couleurs, quoi. C'est flagrant. Et c'est même pour moi l'un des meilleurs héritiers de Rockwell, même devant Alex Ross. Mais pareil, oui, quand on regarde mais surtout, moi je trouve plus que les intérieurs, mais c'est les couvertures des épisodes de Nexus par Rude, on retrouve le style de Rockwell. Ouais, t'as fait raison. Ouais. Alors une fois qu'il a fini ses études, il va retrouver Mac Baron et les deux amis vont créer Nexus en 81. Alors que la première idée qu'avait eu Baron, qu'il avait proposée à Caliber, a été rejetée en fait par. À Caliber ou à Capital? Pourquoi j'ai marqué Caliber? Capital, n'importe quoi. Caliber, c'est Bendis, ça viendra plus tard. Alors Baron, il a expliqué en interview qu'il avait en fait eu l'idée d'une série intitulée Encyclopédias, mais la société l'a rejetée parce qu'à l'époque, donc elle se lançait, elle voulait absolument avoir un titre de super-héros. Et c'est alors que Baron va avoir l'idée de Nexus. Alors est-ce que tu sais comment lui est venue l'idée? Non. C'est assez marrant. Ils étaient en train de boire une bière, tout simplement, tous les deux, et d'un seul coup, Baron a dit à Rude, et si on faisait l'histoire d'un gars qui tue des gens dans l'espace? Ah bah tiens, bonne idée. Comme quoi, toutes les bonnes idées viennent autour d'une bonne bière. Et Nexus va rencontrer un succès presque immédiat.
Et ça va vraiment lancer la carrière des deux hommes, hein. Comme tu l'as dit, Mac Baron, il va vraiment avoir une belle carrière chez Marvel et DC. Rudd, lui, par contre, sa carrière est beaucoup plus confidentielle, il est resté plus dans l'indépendant, mais il va avoir une énorme reconnaissance de la part de ses pairs, ce qui fait de lui qu'il a gagné presque tous les prix qu'un dessinateur peut remporter. Il a remporté le Russ Manning Newcomer en 1984, le prix Kirby du meilleur artiste en 86, il a gagné plein d'Eisner Awards, 7 en tout, dont 6 pour Nexus, et 5 fois pour celui du meilleur artiste. Il a gagné une fois le prix du meilleur épisode en 93, qui était sur un épisode revenant sur les origines du Nexus. Et l'autre Eisner qu'il a rapporté, le seul qu'il a rapporté en dehors d'un de ses travaux sur Nexus, c'est pour un épisode spécial consacré à Space Ghost. Ça s'invente pas. Oui, il a travaillé sur la série Space Ghost qui sortait Comico. Et en fait, Steve Rudd, c'est un des rares artistes. Alors, j'ai pas la liste complète, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est un club très fermé des artistes qui ont à la fois remporté un Eisner, un Kirby et un Harvey Award. Ce qui est pas mal pour un artiste qui a finalement assez peu travaillé pour Marvel ou DC. Ben en fait, lui, son plaisir, c'est vraiment de travailler sur des créations propres, quoi. Ouais. Et on parle de Nexus comme étant une petite série, mais c'est une petite série de plus de 100 numéros. Hein. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et c'est une série qui se vend encore aujourd'hui aux États-Unis. Hein. Les TPB à chaque fois partent facilement. Hein. Ouais. Et au cours des 2 dernières décennies, Russ a travaillé un petit peu, comme je l'ai dit, pour Marvel et DC, mais c'est aussi surtout pour de nombreuses sociétés de comics indépendantes. Et il revient à chaque fois sur Nexus régulièrement. Il a pas dessiné tous les épisodes de Nexus. Hein. Il y a eu pas mal de passages où c'était des dessinateurs invités. Il a fini par créer sa propre maison d'édition, la Rudd Dude Production, et en fait, il s'en sert comme une plateforme pour continuer la série Nexus. Alors chez Marvel, on lui doit essentiellement 2 mini-séries. Alors je sais pas, toi tu les as peut-être lues. X-Men Children of the Atom en 99 et Spider-Man Lifeline en 2001. C'est rien de bien transcendant. Et chez DC, c'est encore plus confidentiel. Il a fait quelques épisodes de ci de là sur Superman ou les Teen Titans, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Alors aujourd'hui, Steve Rudd, non seulement il a un talent indéniable assez incroyable, mais lui il est très humble, il se considère toujours comme étudiant, il continue d'avoir le désir de perfectionner son art et chaque nouveau projet, il considère que il doit se renouveler et essayer d'aller dans une nouvelle direction. Il veut se perfectionner en tant qu'artiste jusqu'à sa mort, je pense. Il aime définir son style comme une résultante de ses influences, des influences des plus grands artistes des réalistes des années 30 aux années 50, et en même temps avec un mélange avec, comme on l'a dit, Toff et Kirby. Et aujourd'hui, on peut toujours voir des nouvelles œuvres de Rudd. Il a un site web qu'il met à jour très régulièrement. Et il met en vente ses planches toujours. Donc si vous voulez acheter une planche de Steve Rudd, vous pouvez le contacter directement et il vous fera un dessin. Pour pas trop cher. Non, c'est franchement abordable. Hein, c'est aux alentours de 400-500 $. Bon, c'est une somme, mais pour un artiste de ce niveau-là, ça reste assez intéressant. Ouais, et puis c'est 4 ou 500 $ pour une œuvre qui aura forcément de la gueule. Hein. Ah ouais, ça c'est clair. C'est pas le genre de dessinateur qui se fout des acheteurs, quoi. Et en plus, il continue à vouloir transmettre, parce qu'il donne toujours des cours d'art aujourd'hui dans son Wisconsin natal. Après, comme il a un style, en fait, à la fois très classique en tant que dessinateur de comics, mais aussi très classique en tant que peintre. C'est vraiment, il y a une perpétuation d'un style qui est intéressante à voir, quoi, avec lui. Mais justement, tu nous parlais de Caliber et de Capital Comics tout à l'heure. Je crois que tu voulais nous parler de l'émergence des petits éditeurs. Ah ouais, alors les années 80, ça a foisonné. Hein. Alors First Comics, c'était a longtemps édité Nexus. Hein. C'était un éditeur de comics très actif dans les années 80, qui a disparu après. Mais tu l'as cité, hein, notamment Badger de Mac Baron a été édité chez First, mais pas que ça. On avait American Flag d'Howard Chaykin, Grimjack de John Ostrander, Dreadstar de Jim Starlin, John Sable de Magrel. C'est vraiment des grands noms du comics qui travaillaient pour ce tout petit éditeur. C'était un refuge pour grands auteurs qui voulaient faire autre chose que du Superman et du Batman. C'est ça, et on est 10 ans avant Image Comics. Ouais. Et il y a pas que First qui était dans ce cas-là, donc il avait ses propres concurrents. On peut citer Pacific ou Eclipse Comics, mais il y en avait d'autres. Et tous ces petits éditeurs ont connu vraiment un fort succès à l'époque, non seulement parce qu'ils savaient attirer les grands noms, mais aussi parce qu'ils ont su tirer parti du marché direct qui était en pleine expansion à l'époque. Et ce qui permettait à ces petits éditeurs d'attirer des grands noms. Qui avaient fait leur preuve chez DC ou Marvel, en leur promettant des titres libres, matures, et dont surtout les droits allaient leur revenir.
C'était pour ça que tous ces grands auteurs étaient contents d'aller pouvoir, même quitte à faire du super-héros chez First. Hein. C'est des titres qu'on aurait pu avoir chez Marvel ou DC sans problème. Ah oui, non mais tout à fait. Hein, le John Sable, honnêtement, t'aurais pu sortir un crossover avec le Vigilante de DC, ça passait pas impeccable. Et Dreadstar dans l'univers cosmique de Marvel, ça passe aussi, passe aussi très bien. Alors on cite souvent à raison Vertigo et Karen Berger comme un laboratoire qui a révolutionné le comics pour devenir un médium plus adulte. Mais si on est vraiment honnête, il faut reconnaître que cette évolution n'a pas de Vertigo, mais c'est la conséquence d'un processus qui est bel et bien initié dans les années 80 avec ces petites maisons indépendantes. Et c'est vraiment dans ces années-là que les comics se sont transformés et ont commencé leur longue marche vers l'acceptation sociale par le grand public. On y est presque. On y est presque, ouais. Mais pas encore. Hein. Et en fait, cette transformation, elle a eu lieu, donc je te disais, grâce à Karen Berger, oui, bien sûr, mais dans les années 80, voire même à la fin des années 70, pour moi, elle a eu lieu grâce à 4 francs-tireurs qui ont su sortir du moule de l'époque. Alors, ces 4 noms majeurs, c'est 4 dessinateurs, c'est Wendy Pini, on connaît bien ici, Jamie et Gilbert Hernandez et Dave Sim. Et tous les 4, ils sont à l'origine du changement de paradigme qui va révolutionner le comics dans les années 80. Tout à fait. Vraiment, si on est encore plus honnête, on peut dire que l'évolution avait commencé dès les années 60 et 70, avec des artistes underground comme Robert Crumb, notamment toute la mouvance autour de Crumb et de son magazine Zap Comics. Mais l'impact vraiment de cette mouvance-là, ça bouillonnait, mais ça se limitait à la Californie du Nord et à New York. Hein. C'était le mouvement hippie en fait. C'était de la contre-culture, quoi. Là où ouvertement ce que vont faire Pini ou Sims, c'est tout simplement de la culture pop. Ouais, mais s'ils avaient sorti ça 10 ans avant, ça aurait été de la contre-culture. ElfQuest sorti en 68, ça aurait jamais dépassé la Californie. Tout à fait. Mais alors, ces comics à l'époque, donc dans la fin des années 60, ils avaient aussi leur propre mode de distribution, mais à l'effondrement de la mode hippie au début des années 70, le comics underground s'est effondré avec. Et on a eu quelques retours avec Art Spiegelman notamment, qui a lancé Arcade, The Comics Revue, mais ça s'est arrêté au bout de 7 numéros, donc tu vois, pas grand-chose. Raw a un peu mieux marché par la suite. Ouais, mais là, Raw, c'est plus tard. Alors, on revient à notre bande des 4, et à l'avant-garde du mouvement plus adulte, qui s'est lancé à partir de comics de genre. C'est assez étonnant parce que les comics de genre, à l'époque, c'était vraiment un genre réputé s'adressant à un jeune public. Pas du tout un public adulte. Et alors, donc, je les ai nommés, j'ai oublié de nommer les séries. Donc, Dave Sim, il a créé Cerebus, Wendy Pini, elle a créé ElfQuest, et les Hernandez, ils ont créé Love and Rockets. Ouais. Qui est un titre dont il faudrait qu'on parle à un moment donné, je pense. Alors, revenons-en au début des années 80. Où en sont Marvel et DC à cette époque-là, et qu'est-ce qui a facilité l'émergence de ces créateurs-là? C'est le fait que Marvel et DC sont dans un véritable trou créatif. Mais c'est la catastrophe. Les comics qui sortaient à cette époque-là, c'était d'une vacuité sans précédent. Chez Marvel, Frank Miller est pas encore arrivé sur Daredevil, et à tel point que Stan Lee, il voulait absolument lâcher le comics à cette époque-là pour se lancer à Hollywood, pour adapter tous ses personnages. Sauf qu'à l'époque, donc on sait qu'il réussira 20 ans après, mais à l'époque, il fait face au refus de tous les studios, car en fait, toutes les grandes productions de comics de l'époque, les personnages changeaient sans arrêt de costume, d'identité. Et donc les studios disaient, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on lance un film Avengers ou une série télé Avengers? Dans les comics, ça change tout le temps. Donc c'est pour ça que Stan Lee s'est dit à cette époque-là, d'accord, on arrête tout et on fiche tout. Ce qui est un peu un comble pour la maison des idées à l'époque. Et DC, ça vaut pas beaucoup mieux parce qu'ils sont obsédés pour rester dans la roue de Marvel. Parce qu'ils sont ils sont devenus le numéro 2 de l'industrie des comics, longtemps le grand numéro 1. Et ce qui fait que ça devient très difficile pour des auteurs un petit peu plus marginaux avec des idées un peu originales de lancer des idées, à tel point que des dessinateurs ou des scénaristes comme Will Eisner ou Harvey Kurtzman, ils trouvent plus de boulot. Et quand on arrive à refuser Will Eisner, c'est dingue, parce qu'il est trop ambitieux. En gros, on lui dit, tu veux faire tes propres trucs, fais-les de ton côté, nous ça nous intéresse pas. Donc on a un vrai trou noir artistique, à tel point ce qui a dans la conséquence directe, c'est que les ventes sont en chute libre, et il y a un désespoir général, et on a l'impression d'avoir j'arrive plus à trouver l'expression que je veux trouver, mais un cercle vicieux en fait, qui est complètement inéluctable, à tel point qu'à cette époque-là, il y a certains experts qui considèrent que le comics est en train de mourir. C'est marrant, j'ai l'impression de lire les news d'aujourd'hui, mais c'est bizarre. Et c'est cet effondrement créatif chez les Big Two qui va déclencher la révolution. Donc parmi les fans de comics, il y a des créateurs en herbe, persuadés qu'ils peuvent produire quelque chose de mieux que ce que les créateurs de chez Marvel et DC leur offrent actuellement. Et donc ils vont se lancer en créant de petites entreprises indépendantes qui vont diriger eux-mêmes. Et les premiers à s'imposer comme ça, c'est les Pini. Richard et Wendy avec son titre ElfQuest, et suivi juste après par Dave Sim et Cerebus.
Alors ElfQuest, on en a déjà parlé dans cette émission, ça a commencé dans un format magazine, un comics en noir et blanc qui était publié tous les trimestres et qui racontait une histoire fantastique d'elfes retrouvant leur terre. Alors, à l'époque, c'est révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que le format l'est, la distribution est encore plus révolutionnaire, elle est vraiment pas conventionnelle parce que c'est du direct market, et en plus c'est de la pure fantasy. Ce qui est un genre qui existait à l'époque, parce qu'on avait du Conan, du Warlord, mais c'est pas du tout de la fantasy super-héroïque comme peuvent l'être Conan et Warlord. Non, là c'est plus proche d'un conte de fées que du Sword and Sorcery classique. Exactement. Et en plus, alors le comble du comble, c'est que Wendy Pini, elle a un style graphique très différent du super-héros, enfin du comics classique de l'époque. Elle a pas un style proche de Kirby, Ditko ou Buscema. Elle ses influences, elle vient du manga, avec des personnages aux gros yeux. À l'époque, aux États-Unis, ça n'existe pas. Voilà, elle c'était une fan de Tezuka, donc. Ouais. En plus, ça t'a pas échappé, Wendy Pini, c'est une femme, et elle est dans le début des années 80, des artistes femmes dans le comics, il y a qu'elle. Il y en a pas des masses, oui, malheureusement. À part les comics féministes des années 70, donc ça c'est très très underground, l'industrie elle n'a jamais à cette époque-là encore accueilli de femmes dessinatrices. Ou quand c'était le cas, c'était sous pseudonyme, donc parce que les lecteurs ils voudront pas lire une histoire dessinée par une femme. Et ElfQuest est aussi révolutionnaire dans ses thèmes, parce que ça parle d'amour, ça parle de famille, ça parle les éléments fantastiques en fait sont secondaires. C'est les personnages et leur personnalité qui sont l'axe narratif. C'est très loin de ce qu'on trouve dans Conan. Encore une fois, comme disait Wendy Pini dans une interview assez récente, en fait le truc c'est que ElfQuest ça a été un refuge pour des jeunes lecteurs qui se sentaient pas leur place dans le monde qu'ils vivaient quotidiennement, et ça leur a permis de se rendre compte qu'il existait d'autres gens comme eux autour d'eux, quoi. Ça a été une véritable refuge pour des geeks qu'on prenait plein la gueule à l'époque, quoi. Et il faut vraiment se rendre compte, se remettre dans le contexte de l'époque, ces comics-là n'existaient pas. ElfQuest, c'est une vraie révolution. Les personnages dans ElfQuest, ils vivent, ils respirent, ils s'aiment, ils meurent, ils font l'amour. Et ça, on l'a jamais vu nulle part. Les sujets sont matures, ils sont pas manichéens. À tel point d'ailleurs que Wendy Pini, elle va pas hésiter à proposer une orgie hétéro et homosexuelle qui a fait scandale à l'époque, mais maintenant, c'est grâce à une œuvre comme ça qu'on peut voir. Mais c'est incroyable. On pense tout le temps à Vertigo, mais Wendy Pini, fin des années 70, elle y allait, De toute façon, on vous renvoie à l'épisode qu'on a fait sur ElfQuest, l'amour qu'on a pour eux est flagrant. Je crois que vraiment, Wendy et Richard, je crois que c'est le couple le plus adorable de l'histoire du comics. C'est chaque interview, ça a un petit bonbon doux à prendre. Il y a un autre aspect qui était révolutionnaire pour l'époque. Alors, ils s'y sont pas tenus. J'allais dire c'est dommage, oui et non. Mais en fait, dès le départ, il déclare que l'histoire dépassera pas 20 numéros. Il dit, lancez-vous dans ElfQuest, vous en avez pour 20 numéros, vous aurez l'histoire complète. D'un côté, c'est vrai. Ils ont pas complètement menti. En 20 numéros, tu as une histoire complète. Ouais. Après, il y a d'autres histoires à raconter derrière. Et donc, ElfQuest, ça a initié et prophétisé beaucoup de tendances du comics des années 80. Donc, la série limitée, dont on vient de parler, le roman graphique, l'éditeur indépendant, de comics indépendants, un comics qui s'éloigne des contraintes du comic code, des comics en vente directe, c'est-à-dire vendus uniquement dans les comic shops. On a une créatrice qui est à la fois écrivain, éditeur, artiste et propriétaire de son travail. Ça, c'est révolutionnaire. C'est même plus que révolutionnaire, personne n'a compris comment ça a pu marcher à l'époque. Et à tel point, donc, comme tu le dis, ça a marché, un énorme succès, et ça va ouvrir la voie à d'autres. Alors, je fais un petit aparté pour revenir sur le comic shop et l'avènement du marché direct à la fin des années 70. C'est parce que les éditeurs de comics de l'époque ont dans l'idée de contourner les distributeurs traditionnels en vendant les comics dans les magasins spécialisés en comics. Par l'intermédiaire de distributeurs indépendants. On les trouve plus, j'allais dire dans les supermarchés, mais c'était même pas dans les supermarchés qu'on les trouvait, c'était dans les kiosques. Ça va permettre d'offrir des comics à un tarif beaucoup plus bas que ce que les distributeurs en kiosque peuvent offrir. Et le double effet qui se coule, c'est que les détaillants avaient le luxe de précommander les comics, mais surtout de garder leurs exemplaires invendus. Ce qui permettait de les revendre plus tard à des collectionneurs de comics, mais surtout de les revendre plus cher parce que ces comics allaient prendre de la valeur. Donc un autre détail aussi, c'est que donc dans ces comic shops, les créateurs auraient récupéré 40% des bénéfices alors que c'était 20% auparavant. Donc c'est vraiment tout bénef. Alors revenons à nos moutons et vers un autre créateur, donc le deuxième dont on va parler, il est canadien, il vient de Kitchener en Ontario et c'est Dave Sim. Alors lui il va proposer sa parodie de Conan aussi, qu'il va appeler Cerebus de Aardvark. Je sais pas si je le prononce bien. Aussi un comics en noir et blanc, et comme les Pini, il va déclarer que son histoire, elle a une fin. Bon, alors lui, il dit dès le début, par contre, que la fin, elle arrivera au bout de 300 numéros. Et il a tenu parole, c'est ça qui est dingue. C'est dingue, hein.
Mais il l'a dit dès le départ, et il a dit, elle fera 300 numéros, je vais tout écrire, je vais tout dessiner tout seul. Comme pour Lépini, il va vendre ses comics directement dans les comic shops, pour se libérer du fameux comic code dont il voulait pas entendre parler. Et comme Lépini, Cerebus, c'est un comics de genre. C'est une parodie animale. Et très rapidement, il va en faire, il va s'affranchir de ça, et il va se diversifier dans plein de domaines, plein de thématiques. Cerebus, ça parle de tout. Ça parle de politique, de religion, d'amour, de critique du féminisme, parce que Dave Sim, c'est plutôt un, j'allais dire, c'est un lui, sale il est type. du comics gay. Voilà, j'allais dire, c'est un sale type. Disons qu'il est particulier. Si on pourrait le rapprocher d'un auteur un peu plus célèbre, c'est un Frank Miller en plus réac. Ouais, c'est Frank Miller fait très démocrate à côté, voilà. c'est étrange. Ce qui n'empêche, alors on retrouve ces thématiques dans Cerebus, ce qui n'empêche, ça fait de Cerebus quand même un vrai chef-d'œuvre. Ouais, non. Après, le bonhomme est un sale con, faut le reconnaître. Voilà, c'est ça. Autant Mike Baron, lui, c'est juste que c'est un vieux qui est un peu décalé de son temps. Mais Dave Sim cherche vraiment à faire polémique. Alors d'autres gars beaucoup plus cool, c'est les Hernandez. Ils ont une histoire assez semblable, hein. Ils se sont aussi lancés dans le comic tout seuls comme ça en partant de rien. Eux, c'est des fans de catch et de série B. Donc ils ont dans l'idée de créer leurs propres histoires de genre aussi, mais autour de catcheurs. Donc à la base, c'est des histoires pastiches de science-fiction avec des luchadors dans l'espace. Mais c'est le meilleur concept du monde, faut reconnaître. Ah ouais. Bon, ils vont s'en affranchir assez vite. Par contre, le vrai point commun qu'ils ont avec Lépini et Dave Sim, c'est qu'ils veulent absolument s'affranchir des règles de leur genre pour raconter les histoires qui les intéressent autour de leur personnage. Donc c'est pour ça que Love and Rocket va rencontrer un vrai succès, parce que c'est une histoire de personnage, pas une histoire de sous-genre. Ouais, non. Et puis tu trouves toujours un personnage qui te correspond à toi. Ouais. C'est vraiment une œuvre incroyable, Love and Rocket. C'est un truc qui a changé la manière d'écrire les personnages dans le comics et même dans la culture pop en général. Joss Whedon reconnaît l'influence des Hernandez sur son travail, quoi. C'est un peu plus récent, hein, que ElfQuest ou que Cerebus, hein, parce que c'est 81, le tout premier numéro. Alors en fait, après il y a eu une parution un peu difficile au début, hein. Donc les premiers numéros c'était de l'auto-édition, hein. Ah ouais. Donc c'était un format magazine noir et blanc avec une couverture en couleur à l'époque, comme pour ElfQuest, et chaque numéro était divisé en deux parties. Une histoire créée par Raimé et une histoire créée par Gilbert. Et chacun faisait son truc dans son coin, il y avait pas forcément de lien, et chacun parlait des thèmes qui lui tenaient à cœur. Donc Raimé, lui, ce qu'il aime, c'est le quotidien, souvent d'un groupe multiculturel, avec des histoires qui se passent toujours à Los Angeles. Gilbert, lui, il est plus attiré par la fantasy. Donc lui, il a créé une ville fictive et très politique en Amérique latine. Mais là, pour le coup, on est complètement à l'opposé du Comics Gate. Ouais, alors vraiment à l'opposé, tu fais bien de le dire, parce que j'ai l'impression que t'as l'œil sur mes notes, parce que les personnages principaux de Love and Rocket, ce sont des femmes. Ouais. Et ça parle ce qui était rare à l'époque. Et ça parle aussi régulièrement d'homosexualité, ce qui est encore plus rare à l'époque, hein, malheureusement. Ah ouais. Bah, faut voir que les comics à l'époque, c'était quasiment exclusivement un médium consommé par les hommes, dominé par des hommes, et donc le Love and Rocket fait vraiment exception à l'époque. Eux, ils se défendent en fait d'avoir eu des velléités d'idées politiques dans leurs œuvres. Ouais, en fait, pour eux, c'est presque accidentel, et ils disent que si leurs personnages principaux sont des femmes, c'est parce qu'ils aiment bien dessiner des jolies femmes. Je pense qu'ils jouent un peu les faux naïfs. Ouais, je pense aussi, oui. Grâce au succès de ces quatre-là, hein, donc vraiment des vrais pionniers, il y a d'autres maisons d'édition vont naître. On a cité plutôt Eclipse, Pacific et compagnie, mais il y a d'autres artistes aussi qui vont naître grâce à ces quatre-là. Et je vais juste citer un artiste important qui a explosé, et ça c'est grâce à Dave Sim, hein. C'est Kevin Eastman avec Peter Laird, qui vont créer aussi leur propre parodie animale. Alors c'est une parodie du Daredevil de Frank Miller, qui met en scène des tortues mutantes experts en arts martiaux, hein. Je crois que je connais, mais c'est vague. Alors, et je pense qu'on s'en rend compte maintenant, mais à l'époque, ça a été un phénomène littéraire incroyable, hein. Les Tortues Ninja de Eastman, ça a provoqué un vrai boom de la spéculation autour du comics en noir et blanc, à tel point qu'en 85, tous les fanbogs achetaient n'importe quoi à partir du moment où c'était un comics indépendant en noir et blanc. Ce qui a créé une bulle qui a explosé et qui a provoqué la mort de tous ces petits éditeurs. En fait, il va falloir attendre The Crow en 89 pour qu'un autre comics indépendant noir et blanc atteigne le statut culte qu'a pu atteindre les Tortues Ninja. Et Usagi Yojimbo, c'est la même période, non? C'est aussi à la même période, t'as raison. Donc aussi, mais ça s'est créé, je crois que Usagi s'est créé avant les Tortues. Il me semble, ouais. De mémoire. C'est vraiment les Tortues qui ont fait que le succès des Tortues qui a créé cette bulle spéculative. Il y a tout un tas de comics en noir et blanc qui est sorti à cette époque-là, et ils sont tous plantés. Jusqu'à The Crow. Donc pour conclure, les années 80,
ont été florissantes et ont permis la création de beaucoup de maisons d'édition. J'en ai dénombré 27. Ah ouais, quand même. Ouais. Parmi lesquelles certaines ont fait des titres qui sont devenus cultes. First Comics, dont on a parlé, donc il y a eu American Flag de John Seb. Eclipse, qui a lancé Rocketeer de Dave Stevens. Ouais. Miracle Man aussi, d'Alan Moore. Caliber, qui a permis l'émergence de jeunes talents comme Brian Michael Bendis ou David Mack. On a eu Malibu Comics, qui a édité les Men in Black. Mm-hmm. Et dans les maisons qui ont été créées dans les années 80, il y en a quelques-unes qui existent toujours. Il y a Dark Horse Comics ou Valiant Comics. Alors Valiant, je triche un peu parce qu'ils ont mis la clé sous la porte pendant presque 20 ans. Ouais, enfin Valiant, ils mettent la clé sous la porte tous les 10 ans. Mais Dark Horse est toujours là. Ouais. Et j'espère, First, ça fait plusieurs retours aussi. Quand on voit la qualité des comics qu'a sorti First, un retour serait vraiment exceptionnel. Ouais, non, et Dark Horse, en fait, aujourd'hui, est le refuge de tous ces auteurs-là et de toutes ces séries qui ont explosé à l'époque. Je pense à Concrete aussi, dans le même style. Ouais. C'est vraiment, il y a eu plein de titres novateurs qui a été permis par l'existence de ce marché, on va dire, indépendant. Parce que le problème, c'est qu'on rapproche souvent ça de Image. Mais ou Vertigo même, mais alors que vraiment, c'est 10 ans avant que cette révolution. Non, et le truc, c'est que surtout, en fait, le Image de maintenant ne correspond plus du tout au vent de liberté qu'avaient les auteurs dans ces maisons d'édition, parce qu'ils étaient prêts à tester n'importe quoi à partir du moment où tu venais avec une bonne idée. Aujourd'hui, Image, pour proposer quelque chose, t'as accroché. Hein. Ah bah, Image, c'est devenu une énorme boîte. Donc ils veulent du chiffre, ce qui est normal, hein. Ouais, oui, bah c'est normal, mais c'est justement ce qui a tué les petits éditeurs à l'époque, hein, c'était le manque de chiffres, mais c'est vrai que tous ces gens-là, en fait, ont créé, en fait, tout le comics que j'aime, moi, au final. Ouais. Qu'ils soient de gauche ou de droite, en fait, ils y ont contribué. Alors, par contre, ce qu'on a oublié de dire à propos de Nexus, c'est que je crois que c'est avec le 3e numéro, ils ont vendu l'épisode avec un disque. En fait, une flexicard, pas un disque. D'accord. Donc une flexicard, pour expliquer, c'est un carré de vinyle, sur lequel, en fait, sur un côté, tu as des sillons de gravés, et si tu passes ça sur ta platine vinyle, et bah, tu as quelque chose. Et là, en l'occurrence, c'est tout simplement, en fait, les dialogues du 3e numéro de Nexus, et accompagné d'une musique qui a été créée spécialement. On va vous faire écouter le générique qu'ils ont inventé pour Nexus. C'était bien. Hein. C'était bien. Dis-toi que j'ai fait écouter ça et qu'on m'a reproché que ça faisait trop années 80. C'est sorti dans les années 80. Tu t'attendais quoi? Moi, alors par contre, si je peux reprocher quelque chose, c'est que ça manque de plus. Ouais, c'est vrai que le sound design est pas assez poussé. Mais donc, en fait, voilà, à l'époque, l'autre raison de l'échec de ces maisons d'édition, c'est tout simplement en fait qu'ils partaient sur des concepts complètement hallucinants. Franchement, vous en connaissez beaucoup de comics qui étaient accompagnés d'un vinyle. Attends, et dès le numéro 3, c'était un comics en noir et blanc. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue, oui. Et en fait, moi, ça m'a fait m'interroger, en fait, sur ce qu'est le transmédia. Donc là, en l'occurrence, c'est pas du tout du transmédia parce que c'est une adaptation. Et si je devais définir le transmédia, en fait, je viendrais sur la définition qu'a donnée Henry Jenkins, qui apparemment est un grand théoricien des médias. Et pour lui, en fait, le transmédia, c'est la convergence des récits à travers plusieurs supports distinctifs, permettant une meilleure compréhension de l'ensemble de l'univers déployé. Donc, en gros, une adaptation reprend une histoire, tandis qu'un transmédia va compléter l'histoire. C'est par exemple, tout simplement, dans Batman via Animated Series, on a le personnage de Harley Quinn qui apparaît. Ce personnage est devenu canonique par la suite dans les comics Batman. Donc, en fait, ça fait de Batman via Animated Series une œuvre transmédia et non pas une adaptation. Si on prend à l'inverse, par exemple, Buffy qui continue son histoire dans les comics, c'est du transmédia. Tout à fait, parce que c'est vraiment la suite directe de la série. Ouais. Tandis que tu prends, par exemple, toujours pour revenir sur Batman, tu prends les Batman de Christopher Nolan, ça n'est pas canon dans les comics, qui est donc l'univers d'origine, donc c'est une adaptation. Ah, alors, attends, je me fais l'avocat du diable. Est-ce qu'on peut pas considérer que le Joker de Nolan est devenu presque le Joker officiel maintenant dans les comics, ce qui fait que les Batman de Nolan deviennent du transmédia? Bah, oui et non, parce que pendant une période, je pense notamment à la série de Azzarello et Lee Bermero. Et Bermero, ouais. Où là, clairement, le Joker qui déploie, c'est celui de Nolan. Donc là, c'est du transmédia.
Ça serait presque du transmédia si l'œuvre était considérée comme canon elle-même. Ouais, d'accord. Tandis que Joker, en fait, est un one-shot qui est pas considéré spécialement comme canon. Pour en revenir au transmédia, en fait, j'ai essayé de voir à quel moment ça a commencé, et j'ai été extrêmement surpris de découvrir, en fait, que c'était lié aux comics dès le début. Et en fait, je comprends pas pourquoi j'étais surpris, parce que c'est totalement logique. Forcément, faut plusieurs médias pour faire du transmédia. Si à l'époque t'avais que le cinéma, tu pouvais pas faire du transmédia. Oui, enfin, oui et non, parce que tu as le cinéma, mais t'as toujours eu la littérature. Voilà, mais là, le truc, en fait, c'est qu'avant ça, on avait surtout donc des adaptations. On prenait un grand roman, on le transposait au cinéma et point barre. Et t'avais pas, en fait, après, les deux qui se répondaient. Les Tarzans de Edgar Rice Burroughs et les Tarzans avec Johnny Weissmuller n'ont à peu près rien à voir. Ah ouais. À part le pitch de base. Et en fait, c'est non seulement lié aux comics, mais c'est en plus lié à un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Superman. Tout ça à travers la figure de l'éditeur Harry Donenfeld, que s'est créé le transmédia. Donc, Donenfeld, c'était un éditeur qui travaillait pour All American Comics, donc futur DC, sur le titre Detective Comics, depuis le début du magazine. Et en fait, donc, All American Comics décide de lancer un nouveau titre dont il sera responsable, qui s'appelle Action Comics. Bon, je vais pas vous refaire l'histoire de Action Comics numéro 1, on la connaît tous. Mais ce qu'on sait moins, en fait, c'est que Donenfeld, ça a été le premier à comprendre pourquoi ce numéro a cartonné, et que le symbole sur le torse du super-héros, c'est pas un S, mais le symbole $, en fait. Donc, le truc, c'est que, il se posait des questions, pourquoi Action Comics, ça cartonne comme ça, et, il s'est posé, en fait, à la sortie des kiosques où les gens achetaient leurs comics, il voit que c'est principalement les gamins qui achetaient ça, et il se rend compte, en fait, qu'ils achetaient pas du tout Action Comics. Ils achetaient Superman. Les gamins, ils achetaient le magazine avec Superman dedans. Ah oui. Donc du coup, il se dit, s'ils veulent du Superman, on va leur donner du Superman. Donc il décide de lancer un deuxième magazine au nom de Superman, donc Superman tout simplement, histoire de doubler les ventes. Mais comme il veut que les gamins, qui selon lui en fait c'est les acheteurs les plus difficiles à arnaquer, les gamins, parce qu'on leur donne que 10 centimes, ils vont pas les dépenser pour n'importe quelle merde possible, hein, ils réfléchissent concrètement à leur achat, il veut que ces gamins-là comprennent que le Superman du magazine Superman et celui d'Action Comics sont vraiment le même personnage à tout point de vue. Donc, il charge Siegel et Shuster, les créateurs du perso, pour gérer les histoires des deux magazines sous sa supervision. D'ailleurs, l'histoire de Superman numéro 1, tu sais ce qu'elle raconte ? Ah, je l'ai lu, mais ça fait un moment, je me rappelle même plus. En fait... Autant Action Comics, évidemment. Tu te rappelles la première page de Action Comics, où ça explique l'histoire de la création de Superman, et la page 2, qui est le début de l'histoire. En fait, l'histoire de Superman numéro 1, c'est pile poil la tranche. D'accord. C'est en gros, ils reprennent l'origine, envoyée depuis une planète éloignée, et en fait, dans le premier épisode de Action Comics, Superman va voir de force un gouverneur pour qu'il amnistie une femme qui est condamnée à la chaise électrique alors qu'elle est innocente. Mm-hmm. Et en fait, le Superman numéro 1 va raconter l'histoire de comment Superman est venu à s'occuper de cette enquête et à sauver cette femme. D'accord. Et justement, cette idée, en fait, de repartir d'un point précis et de compléter des histoires, c'est ça qui va faire la différence, concrètement, dans la méthodologie de l'éditeur. Avec ces deux magazines, avec ce mode de création, on assiste à la création d'un univers canonique. Il y a une véritable ligne temporelle qui est créée à partir de là. Donc, Donenfeld, qui est surnommé par la presse le père adoptif de Superman, et que certains employés de DC de l'époque soutiennent qu'en fait DC, ça veut dire Donenfeld Comics. Donc pour expliquer à quel point le mec était important à ce moment-là chez l'éditeur, en fait, il va créer une division au sein de DC qui s'appelle Superman Inc. Cette division, en fait, elle va être dédiée aux accords de licence à propos du personnage, et c'est là qu'en fait va se créer réellement le transmédia. Tout d'abord, Donenfeld va passer un accord avec le McClure Syndicate, donc un regroupement de journaux et de presse, qui est géré par un certain Max Gaines. C'est un nom qu'on a déjà entendu. Hein. Ouais. Et en fait, McClure Syndicate, son boulot, c'est de choper des licences pour faire des comic strips et les diffuser dans plein de journaux divers à travers les États-Unis. Donc, le deal passé par Donenfeld, c'est de créer un strip sur Superman qui va être publié dans 300 journaux hebdo à travers le territoire des USA. Donc, en fait, ce mode de travail de prendre un syndicat de presse pour diffuser partout, c'est la pratique courante à l'époque. Mais Donenfeld, en fait, il va changer la donne avec un terme du contrat qui est spécifique. Tout le matériel éditorial de ces strips va être supervisé par l'équipe de Superman Inc., c'est-à-dire Donenfeld lui-même et Shuster et Siegel. Donc le but, en fait, c'est de garder une cohérence visuelle et narrative entre le strip et le comics. Mais surtout, en fait, ça va permettre d'apporter des précisions sur le lore de Superman. Mais on est en quelle année, là ? Parce que c'est... Là, 1939.
Ah ouais, donc c'est encore tout début de Superman. C'est hein. tout début, c'est vraiment dès les tout débuts. Par exemple, en fait, les premières semaines de publication de ce comic strip, ça va étendre les origines et les pouvoirs de Superman. En fait, c'est là qu'on va expliquer mieux ce que peut faire Superman. Mhm. Et c'est en fait la première fois aussi on va entendre parler de la planète Krypton, qui n'avait jamais été nommée jusque-là. On va y découvrir les noms des parents biologiques de Superman, donc Jor-El et Laura, et même le vrai nom de Superman, donc Kal-El, vient de ce comic strip. D'accord. Donc c'est sorti dans les journaux à l'époque et pas dans les... Voilà, dans des hebdos. Pas dans le magazine, ouais, c'est ça, ok. Et en fait, juste pour une estimation, on estime que la circulation de ce comic strip à l'époque, ça touchait juste 20 millions de copies. Donc il y a un chiffre que même les plus gros comic books sont incapables de rêver aujourd'hui, quoi. Pour être honnête, parmi les 20 millions, tous n'étaient pas lecteurs, parce que c'était des gens qui achetaient le journal. Oui, mais dans l'autre, le papa de famille lisait le journal C'est et ça, le fils ouais. lisait le comic strip. On lisait Superman. Ouais. Faut comprendre en fait que les comic strips diffusaient beaucoup de séries à succès, que ça soit Flash Gordon ou Terry et les pirates, quoi. Ouais. Et donc c'est à la même période en fait que Donenfeld commence à envisager la diffusion radio des aventures de Superman. Donc comme tu le sais, le feuilleton radio Superman, ça a été un carton absolu. Ouais. Mais est-ce que tu savais qu'il avait galéré pour trouver quelqu'un pour accepter de faire le feuilleton radio ? Ah non, ça je ne savais pas. En fait, Donenfeld a fait préparer des bandes démos pour trouver des annonceurs, et puis il avait en fait un intérêt certain de la part des industries céréalières. Donc notamment une boîte de céréales qui voulait vraiment prendre le feuilleton, mais il y avait un problème majeur, c'est que pour eux, il fallait que donc le feuilleton vise quand même les enfants, parce que les céréales tu les vends des gosses, quoi. Ouais. Mais que Superman, en fait, c'était beaucoup trop violent pour les enfants. Ok. Faut rappeler, en fait, que dans les premiers épisodes de Superman, par exemple, il n'hésite pas à arracher les ailes d'un avion rempli de criminels pour tous les tuer en un coup, quoi. On parle pas du gentil boy scout qu'on a aujourd'hui. C'est... Je te rappelle que ce Superman ne tue pas. Oui, oui. Et en fait... Selon la légende. Et en fait, Superman ne tue pas suite à ça. D'accord. C'est en fait suite à ce reproche par l'entreprise céréalière que Donenfeld va aller voir Siegel et Shuster, va leur dire maintenant Superman ne tue pas ses ennemis. Ah, on est même au-delà du transmédia là, c'est de la pression liée à des intérêts commerciaux. Ah oui, et en fait, ils voulaient vraiment pousser le transmédia à fond, quoi. Ah ouais. Et en fait, pour ça... C'est la même chose que ce que je racontais tout à l'heure avec Stan Lee qui décide de figer l'univers Voilà. Marvel pour faire plaisir aux studios de cinéma. Tout à fait. Et en fait, Donenfeld, pour créer vraiment le Superman moderne plus adéquat pour un jeune public, alors qu'il le sait très bien, hein, c'est les jeunes qui vont acheter son comics, il va avoir l'idée de s'inspirer d'un film de propagande pour modifier le personnage, enfin le caractère du personnage. La propagande dans la fiction à l'époque, elle propose toujours des personnages modestes, fondamentalement bons et prônant des valeurs de respect, surtout entre hommes blancs, cisgenres, hétéros, et pour les opposer à des hommes avides, corrompus et emplis de haine. Ça, c'est le principe de base de la propagande. Et bah justement, en fait, il va faire de Superman le parangon de la bonté. Ça va être un héros de propagande, montrer qu'il faut être bon, qu'il faut être modeste, qu'il faut être discret, vraiment tout ce qui définit réellement un héros tel qu'on l'imaginait à l'époque. Et en plus, comme il est déjà vêtu des couleurs de l'Amérique, c'est encore mieux, hein, ça marche beaucoup mieux. Et en fait, c'est cette version de Superman qui va voir le jour à la radio en 1940. Ce que l'on retient de ce show radio, c'est la création de la kryptonite. Donc on a déjà expliqué pourquoi dans leur série Superman. Parce que l'acteur devait prendre des vacances. Voilà. De Perry White, donc le rédacteur en chef du Daily Planet, et celle de Jimmy Olsen. Et en fait, oui, mais non. Donc l'idée de la kryptonite, elle a vraiment été développée dans ce show radio avant d'être incorporée dans les comics. Mais si tu te rappelles du comics, de Action Comics numéro 1, en fait, Clark Kent travaille déjà pour le Daily Planet. Ouais. Et il a un rédacteur en chef. Ah, ok, mais sauf qu'il est pas nommé. Si, il est nommé. Il s'appelle George Taylor. Et en fait, suite à l'épisode où Perry White va commencer dans le show radio, George Taylor va se faire virer dans le magazine Superman numéro 7 de novembre 1940 pour être remplacé par Perry White. Excellent. Mais le truc, c'est que Jimmy Olsen n'a pas été inventé dans le show radio, en fait. Ils ont juste repris un personnage apparaissant dans Action Comics numéro 6 de novembre 1938 et jamais réapparu depuis pour en faire un collègue et ami de Clark et une sorte de sidekick à Superman en même temps. Donc ça, en fait, dans le show radio, ça a été diffusé le 15 avril 1940. Et le truc, c'est que le personnage, en fait, va revenir en tant que Jimmy Olsen tel qu'on le connaît pour devenir un personnage régulier dès 1941.
Le truc aussi, c'est que tu vois, en fait, à l'époque, t'avais donc des shows radio, t'en avais plein, t'avais The Shadow, t'avais le Lone Ranger, t'avais le Green Hornet, t'avais Superman, t'avais Batman aussi avec son show radio. Mais en fait, il existait une revue qui s'appelle Radio Mirror, qui traitait de l'actualité des shows radio. Ouais, je vous jure, ça existait. Et Bon, on en a eu des revues improbables, hein. Nous aussi, hein, dans notre jeunesse. T'avais bien la revue du Club Dorothée. oui, hein. tout à fait. Oui, j'avais oublié ça, le Club Do Magazine. Mais en fait, Radio Mirror, en fait, le truc, c'est qu'il diffusait en même temps des nouvelles qui étaient liées au show radio Superman, qui étaient donc faites avec partenariat avec le Superman Inc. Et par exemple, pour te donner un exemple, t'avais un épisode du show radio qui s'appelait The Stabbing of John Anderson, et le mois d'après, dans Radio Mirror, tu prenais ton Radio Mirror et tu tombais sur une nouvelle qui commence par un Clark Kent assis à côté de la fameuse June Anderson qui vient de se remettre de sa tentative d'assassinat à la radio, quoi. Ça allait à ce point-là, quoi, le transmédia. T'avais des comics strips, des shows radio, des nouvelles qui allaient autour, et tout a convergé en fait vers une seule histoire unifiée. Et le truc que tu dis, c'est « et le cinéma alors ?» Et le cinéma, alors? Voilà. Et ben en fait, au cinéma, Donenfeld va proposer le même accord. Donc qui va adapter Superman en premier, à ton avis, au cinéma? Comment ça, qui? Quel studio? Ouais, quel studio? Bah, c'est la Warner, non? Non, c'est les studios Fleischer. Ah bah oui, je suis bête en plus. Mais non. En fait, ce que tout le monde va dire, c'est que la première adaptation de Superman, c'est le studio Fleischer. Et en fait, juste avant, Donenfeld avait passé un accord avec Republic Studios pour faire un serial. Donc les serials, c'est comme une série télé, mais au cinéma, c'est donc des films coupés en épisodes de 5-10 minutes qui étaient diffusés comme ça. Avec un cliffhanger complètement improbable qui à chaque fois était repris dans l'épisode d'après, mais complètement truqué. Voilà, mais le truc c'est qu'en fait dans l'accord qu'il a passé avec Republic Studios, il y avait une clause qui fait que si Superman Inc. était pas d'accord avec ce que faisait Republic Studios parce que ça correspondait pas à l'image qu'ils développaient de Superman, ils coupaient tout. Et bien justement, ils ont tout coupé. On parlait des studios Fleischer, donc les studios Fleischer, c'est ceux qui ont réalisé le premier dessin animé de Superman, donc un dessin animé en 17 épisodes, qui était diffusé par la Paramount avant leur film, quoi, au cinéma. Ouais. C'est notamment, en fait, cette version de Superman qui va porter la modification de taille où Superman peut voler. Ouais. Parce que jusqu'alors, il sautait. Ouais, et c'est aussi cette version de Superman qui va devenir l'icône du Superman propagandiste anti-japonais. Et est-ce que tu sais pourquoi ? Bah, on est en 41, ouais. Donc soit on est prêt au post Pearl Harbor. On est post, mais surtout en fait parce qu'à l'époque les films que sortait la Paramount, c'était principalement des films de guerre et de propagande. Donc il fallait en fait que les dessins animés reflètent ce qu'on allait voir dans les films. Voilà. Et par exemple, l'épisode 9 du cartoon s'appelle Terror of Midway et était diffusé en accompagnement du film The Battle of Midway de John Ford. D'accord. Puis bon, bah, puisqu'il fallait cracher sur les Japonais parce que c'était les méchants du film, bah l'épisode en fait met en scène Superman contre des... Attention le terme. Je me suis relu 15 fois quand je l'ai vu. Contre des japoteurs. Moitié japonais, moitié saboteurs. Ah, il y a des génies commerciaux à l'époque. Ah, je vois bien les Beastie Boys chanter Jabotage. Donc les japoteurs en fait avaient l'apparence de japonais caricatural ultra raciste qu'on connaît aujourd'hui. Par la suite, un documentaire. Ouais, voilà. Par la suite, en fait, Superman Inc. va perdre peu à peu de son influence avec le fait que les cartoons de super-héros, ça va de moins en moins marcher, donc moins en moins intéresser les médias dérivés. Et donc, les films dérivés de Superman vont prendre de plus en plus de distance avec le matériel de base. On connaît le film Donner, qui est de 78, qui est très proche de l'idée, mais c'est vrai qu'en fait, il est pas canon, quoi. Non. Mais il y a d'autres exemples plus récemment, en tout cas. Enfin, excuse-moi de t'interrompre, mais on peut penser à Nick Fury, qui est une création dans les comics et qui est repris après dans les films. Qui est repris après dans les comics. Ouais, mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, Mark Millar, quand il le crée, il a en tête déjà Samuel Jackson. En fait, c'est une vanne à la base, ce qu'il fait dans Ultimate en mettant Samuel Jackson dans le rôle de Nick Fury. Sauf que Samuel Jackson, lui, il est fan de comics, il voit ça, il est génial, je veux. Voilà, et puis bon, c'était une bonne vanne pour le cinéma, donc ils ont voulu faire la vanne, et le problème, c'est que ça a pris, quoi. Donc... Et que maintenant, le Nick Fury des comics, c'est Samuel Jackson. Et c'est en fait le fils du Nick Fury original. Ils ont été obligés de lui créer une histoire autour de ça, quoi.
Mais oui, il y a ça, ou tout simplement un personnage qu'on aime beaucoup tous les deux, René Montoya. Ouais. René Montoya, Qui vient de la série animée. Ouais. René Montoya qui vient de la série animée Batman, et en fait c'est un des personnages emblématiques de Gotham Central. Harley Quinn, Ouais. évidemment, qui est un des personnages centraux de l'univers cinématique chez DC en ce moment, qui est créé dans une série animée aussi. Le look actuel de Harley Quinn aussi, qui vient plus de la série de jeux Batman Arkham. Oui, tout à fait. Le côté un peu slutty qui lui donne vient clairement du jeu vidéo, quoi. Avant ça, elle l'avait pas du tout. C'est vrai que t'as mentionné la radio, le cinéma, mais le jeu vidéo aussi, évidemment. Bah en fait, il apporte beaucoup moins de choses canoniques, quoi. Le jeu vidéo, c'est un peu le parent pauvre des médias. Pense à Injustice chez DC, qui est la préquelle du jeu vidéo. Oui, mais ça raconte la même histoire. Hein. Oui, mais en fait, Injustice, c'est pas considéré comme canon, c'est un univers alternatif. C'est un univers alternatif, mais qui est du transmédia en lui-même. Voilà, c'est un produit dérivé de produit dérivé, en fait. C'est hyper concept. Mais oui, en fait, mais je m'attendais pas, en fait, à trouver autant de... En fait, le transmédia à être aussi vieux que Superman et autant d'importance de Superman dans ce concept-là, quoi. Après, on peut penser encore à d'autres univers, Star Wars par exemple, entre les films, le cinéma et entre les films, le cinéma, les séries télé, les livres, les comics. Ben en fait, Star Wars est notre Superman actuel, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout est lié d'une façon ou d'une autre. Hein, sauf même que Disney a tout cassé en abandonnant l'univers étendu pour se créer leur transmédia à eux en fait. Voilà, c'est créer une autre ligne temporelle, quoi. Mais après, c'est vrai que ça fait quand même 40 ans qu'on a un vrai univers transmédia avec Star Wars, quoi. Ouais, un jeu vidéo aussi évidemment. Ouais, bah oui, les Knights of the Old Republic qui devraient être adaptés au cinéma bientôt. Ouais. Là, ça c'est fou aussi, quoi. Mais non, c'est vraiment, c'est l'intérêt de Comicsfare, c'est quand on fait des recherches, on trouve tout le temps des trucs assez fous, quoi. Et sinon, est-ce que tu as des chiffres de vente? Je pense pas, quand même. Absolument aucun. Par contre, ce que je peux te dire, c'est si vous voulez lire Nexus en VO, c'est très facile, parce que Dark Horse a publié l'intégrale dans 8 volumes, il me semble, de mémoire. Ouais. Dans les omnibus, mais c'est les omnibus à petit format chez Dark Horse, donc ils sont pas très chers. Ouais, c'est plus proche d'une édition de luxe que d'un vrai omnibus. Ah, ça reste du souple, un format souple, ouais. Par contre. Mais c'est vrai que ils font 400-500 pages, mais c'est en plus petit format. C'est format presque un peu plus petit qu'un comics habituel. Et en français, bah en fait, j'étais sûr qu'il y avait une sortie française de Nexus, et j'avais raison. Et là où en fait je suis déçu, c'est qu'il y a qu'un seul volume qui est sorti. Donc ça a été en 2003 chez Semic, et ça reprend les origines de Nexus. Ah, donc c'est la fameuse série 93 qui avait gagné c'est pas les tout premiers épisodes en fait, c'est la série qui avait gagné les Eisner, donc c'est beaucoup plus récent. Ouais. En fait, ça publie les origines et la mini-série Executioner's Song. Ouais, c'est ça, ouais, c'est dans les années 90 ça. C'est après j'étais persuadé qu'il y avait une édition française, mais je pensais pas qu'il y avait aussi peu, quoi. C'est dommage parce que pour le coup, je trouve que il y a un petit côté de droite. Hein, si on aime bien les comics un peu de droite, moi je trouve ça se lit très très bien encore maintenant. Hein. C'est très moderne dans la narration, dans le dessin, j'en parle même pas. Et c'est une très bonne histoire. Ça mériterait une édition. Hein. Non, pour moi, ouais, c'est ouvertement le genre de titre. Puis comme tu dis, hein, en 8 volumes de 500 pages, honnêtement. Après voilà, le problème c'est que c'est des séries qui ont peu de public potentiel. Ah bah grâce à nous maintenant, ça va être. Je pense que les éditeurs vont se battre pour essayer de détenir les droits, c'est évident. Bah oui. On va conclure en musique, comme d'habitude, et là, Spades, c'est toi qui prends la main, parce que je refuse de me donner la paternité de cette horreur. Tout d'abord, on va vous rappeler de nous retrouver sur notre site et sur nos réseaux sociaux, on sera toujours prêt à... Ouais, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que vous ne nous avez pas entendus, vous avez peut-être oublié que nous sommes sur comicsfare.fr. Voilà, et puis on évite d'être relou sur les réseaux sociaux avec vous pour pas grand chose, donc... On n'est pas trop présent sur Facebook, mais on est très actif sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir nous embêter. Et pour la chanson, en fait, on avait envie de faire plaisir à nos auditeurs pour ces retrouvailles. Puis on s'est dit que non, c'était dommage de pas se faire détester après 2 mois sans émission. Donc on s'est dit qu'on allait vous passer du David Bowie. Et quitte à parler d'espace, Space Odyssey est un excellent choix.
C'était très bien. Après, pour tout révéler, on s'est dit, non, mais David Bowie, non, on va prendre Space Oddity, mais on va en trouver une cover un peu pourrie. Ouais, mais j'avais pas prévu à ce point. Sérieusement. Voilà. Parce que donc, vous connaissez tous la chanson La Guerre des Étoiles, hein, la chanson en français de Star Wars. Bah, imaginez qu'on a trouvé une version française qui arrive à rendre la chanson française de Star Wars bien. Donc c'est un monsieur qui s'appelle Gérard Palapra qui a fait ça. Et donc, la chanson s'appelle Un homme a disparu dans le ciel. Nous, on va disparaître là. On vous dit au revoir. Alors juste un petit détail, restez jusqu'à la fin parce qu'un bonus vous attend. Au revoir. Tour de contrôle à fusée. Tour de contrôle à fusée. Vérifier la mise à feu appareillée. Via tour de contrôle à fusée. Agitire. Compte à rebours terminé. Vous serez seul dans les étoiles glacées. Будьте осторожны. Ici tour de contrôle à fusée. Racontez-nous le ciel. La radio voudrait avoir de vos nouvelles. Avez-vous vu l'homme qui peint l'arc-en-ciel? Ici fusée à tour de contrôle, les étoiles jouent le rôle de perles d'oubli au cœur d'un roi qui se languit. Et je ris très fort, j'ai très peur, je revis. Mais seul dans ma boîte de conserve, seul je m'endors dans un monde fou et j'en oublie jusqu'à vous. Ici fusée à tour de contrôle, j'aperçois le vieux saule qui nous cachait la maison du bateleur. Dites à ma mère que je l'aime, mais j'ai peur. Tour de contrôle à fusée, nous avons perdu le relais. M'entendez-vous là-haut? M'entendez-vous là-haut? M'entendez-vous là-haut? Mais seul dans ma boîte de conserve, seul je m'endors dans un monde fou et j'en oublie jusqu'à vous. Pas sympa de bêtises avec bonus. Un bonus qui ne viendra pas. C'est justement cette partie-là qui va être dedans.